Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de sandboxing d'applications Android. Toutes les techniques qui permettent de faire en sorte que les applications ne se marchent pas dessus. Voilà le plan qu'on va essayer de suivre. Je vais déjà faire quelques présentations. Une introduction pour vous expliquer quelques termes techniques que je vais utiliser. Et après, on verra tous les mécanismes qu'Android utilise, dont certains que vous allez connaître. Typiquement, les permissions, les signatures des applications. Si vous avez des questions, normalement, il y aura un espace à la fin, si je déborde pas trop, pour que vous puissiez me les poser. Donc les présentations, qui je suis? Alors moi je suis Adrien Grassin, je suis expert technique chez Smile ECS depuis 2 ans, mais en fait j'ai 8 ans d'expérience quasiment exclusivement sur Android. J'ai fait en gros 3 entreprises, donc Parrot, où j'ai réalisé le portage Android pour différents produits sur différentes plateformes, depuis Android 1 jusqu'à Android 5. Après je me suis amusé à virtualiser Android, c'est à faire tourner plusieurs instances d'Android sur le même processeur. Et enfin chez Smile, où là je suis plutôt on va dire prestataire ou consultant, où j'aide les gens à répondre à leurs problématiques Android, mais au point de vue plateforme, pas au point de vue application. C'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est de porter Android sur une nouvelle plateforme. Typiquement, j'ai porté Android sur une Raspberry Pi. J'ai porté Android sur pas mal de bornes qui me tombaient sous la main pour voir comment ça marche, voir si ça marchait, pour m'amuser. Smile, alors on est qui? On est une ESN spécialisée dans l'open source. Alors moi je fais partie de la business unit ECS pour Embedded and Connected Systems. En fait on est issu du rachat d'OpenWide. Alors peut-être des gens connaissent OpenWide, mais OpenWide a été racheté par Smile et donc du coup ça a donné la BU ECS. On est spécialisé dans les systèmes embarqués, donc la BU ECS. Smile au complet on est 1800 et on est à peu près 100 dans ma BU système embarqué. On a des agences en France et en Europe. On publie régulièrement des livres blancs et on fait des formations. Typiquement, moi je suis responsable de la formation Android Plateforme. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment ça marche Android, tous les internes, tout genre de choses, c'est moi le formateur. Voilà, donc maintenant on va passer au sujet un peu plus technique. Donc on va introduire. Donc déjà, c'est quoi le sandboxing? C'est une pratique qu'on voit dans pas mal de systèmes maintenant, mais je vais vous la expliquer. En fait, c'est le fait d'isoler les applications les unes des autres. C'est une notion de sécurité informatique, dans le sens où il ne faut pas qu'une application puisse marcher sur les pieds de l'autre, ou ce genre de choses. Typiquement, si une application crash, il ne faudrait pas que ça fasse crasher tout le système ou ce genre de choses. Et ça évite que, par exemple, si votre application est un peu sensible ou manipule des données sensibles, ça évite à une autre application tierce que vous ne connaissez pas d'avoir accès à vos informations. Alors pourquoi faire du sandboxing sur Android? Parce qu'au final, on va voir que c'est assez contraignant. Alors il faut se rappeler que Android c'est un système ouvert, c'est-à-dire que c'est un OS qui est fait à la base pour installer des applications. C'est-à-dire qu'en lui-même, Android ne fait pas grand-chose. Il ne permet de faire des choses réellement que grâce à toutes les applications qu'on peut installer dessus. Faut voir que sans le store Google tel qu'on le connaît, en fait, Android n'existerait pas forcément au point où on en est. Et il y a de plus en plus d'applications sensibles disponibles. Typiquement, je pense que vous avez tous sur votre smartphone l'application de votre banque, ou l'application bientôt, on aura le Pass Navigo pour les Parisiens. Enfin, il y a pas mal d'applications sensibles qui commencent à être disponibles. Typiquement aussi, moi je commence à faire des produits assez sensibles, comme des terminaux de paiement ou ce genre de choses sous Android, donc c'est pas mal de le sécuriser. Donc voilà, ça c'est vraiment pourquoi on s'embête à faire du sandboxing. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de sources d'installation d'applications, typiquement via les stores d'applications. C'est le biais principal par lequel on installe les applications. On pense tout de suite au Play Store, mais c'est pas le seul. Moi j'ai beaucoup de collègues libristes qui aiment pas trop le Play Store et donc du coup, et même avoir un compte Google, du coup ils ont que des stores alternatifs. Ah bon, ça reste le même biais d'avoir un store qui installe des applications qui viennent de l'extérieur. On n'a pas le code source de l'application, on connaît pas les développeurs, on se dit juste tiens l'application elle a l'air cool, j'installe. On peut recevoir aussi des applications ces applications via des mails ou des liens, ou via le debug. Moi c'est ma méthode préférée pour installer une application. Je le fais via le port de debug. Donc voilà, il faut voir que c'est assez vaste. C'est-à-dire que quand on parle de sécurisation, souvent on définit un périmètre sur lequel on peut se faire attaquer. Et là on va voir que le périmètre est assez vaste au final. Du coup, plutôt que de sécuriser tous ces moyens-là, en fait, autant sécuriser directement l'application en elle-même, parce que c'est ce qui est en commun sur toutes ces méthodes. Donc, contre quoi on cherche à se protéger? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait, on cherche à se protéger d'un accès à des données par une application non autorisée. Typiquement, l'application de votre banque, vous ne voulez peut-être pas, par exemple, que le solde que votre banque vous affiche, qu'une autre application y accède.
Vous voulez pas qu'une application, par exemple votre assurance maladie, sache que vous avez commandé des choses sur Uber Eats par exemple. Ou alors un déni de service. Typiquement, on verra à la fin. J'ai une super application qui permet de faire un déni de service total sur un appareil Android, où en fait on installe mon application sur un device mal protégé, et en fait il reboot en boucle, c'est-à-dire qu'il redémarre quand on reçoit l'intent pour qu'ils connaissent que l'événement, enfin que le système a booté, bah, je demande le redémarrage. Voilà, ça c'est typiquement un déni de service, et c'est pas cool d'en avoir un. Alors Android commence à se protéger d'autres façons, typiquement maintenant il y a le safe mode où on peut démarrer toutes les applications du système sans démarrer les applications externes, ou on peut aller désactiver les applications malicieuses, mais c'est quand même marrant de voir ça. Ou typiquement mon application par déni de service m'a servi à montrer à certains de mes collègues que leur téléphone n'était pas sécurisé. Donc, premier point, les mécanismes Linux. Donc, petite introduction. Parce que je pense que ceux-là, vous ne les connaissez pas forcément pour ceux qui font que du développement Android. Il y a beaucoup de mécanismes de Linux qu'Android utilise pour se protéger. Les processus, tout ce qui est droit d'accès, les capabilities et ce Linux. Alors, on va tous les voir un par un. Les deux derniers, on va les passer assez vite parce que c'est les deux seuls où en fait vous n'avez pas la main dessus en tant que développeur d'application. Je pourrais vous en dire beaucoup parce que sur Android c'est très utilisé, mais on va passer assez vite parce que vous n'avez pas du tout la main dessus. Donc, pourquoi utiliser tous ces mécanismes? C'est parce qu'en fait Android, déjà de base, pour le moment en tout cas, il est basé sur un kernel Linux. Ça te changera peut-être, mais disons que tant que c'est encore un kernel Linux, tous les mécanismes sont déjà implémentés dans le noyau. C'est assez cool, il n'y a pas besoin de refaire le travail, ça marche out of the box. Et en plus, c'est déjà éprouvé. Ça fait des années, voire des décennies que ça existe. Ça marche. Ça a été attaqué, fixé, ainsi de suite. Enfin, disons que c'est pas mal parce qu'on a directement, gratuitement, entre guillemets, parce qu'on va voir qu'Android a fait quelques modifications, on a gratuitement pas mal de mécanismes. Donc, les processus. Quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Déjà, dans un premier temps, c'est que du code a besoin de RAM pour s'exécuter. Alors on a besoin de tas de piles. Enfin disons quand on fait un nouvel objet, il faut de la mémoire pour stocker le code, pour l'exécuter, il faut de la mémoire. Enfin il y a pas mal de mémoire utilisée. Le contenu de cette mémoire peut être privé, typiquement comme je parlais tout à l'heure, le solde de votre compte, vous voulez peut-être qu'il soit privé. Mais aussi on peut faire en sorte qu'une application peut cracher quand elle rencontre un problème d'exécution. Alors en Java, vous connaissez les exceptions. Il existe à peu près la même chose en C. Enfin en natif, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, si vous essayez d'accéder à une adresse qui n'est pas bonne, si vous essayez d'exécuter une instruction qui n'est pas connue du jeu d'instruction, tout ça, ça va arrêter le mécanisme. Enfin, ça va arrêter l'exécution et votre programme va s'arrêter. Donc, ça, c'est la base. Alors, si le code a accès à toute la mémoire, c'est-à-dire qu'en fait, du code malicieux, pour avoir accès à vos informations privées. C'est-à-dire que si vous partagez le même espace mémoire entre toutes vos applications, bah rien n'empêchera une application tierce ou malveillante d'accéder à ces informations-là. Ou alors, comme je vous ai dit, l'application malveillante, elle peut aussi modifier. C'est-à-dire qu'elle peut vous faire croire des choses qui sont fausses. Ça, en sécurité, c'est aussi grave d'altérer les informations. Et si tout le code s'exécute dans le même contexte en fait, du code malicieux, en fait, moi je pourrais juste faire un code qui fait en sorte de cracher l'application. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Vous voulez pas que votre application que vous avez testée dans vos conditions, son comportement soit altéré par d'autres applications. C'est-à-dire que vous, quand vous testez votre application, vous pouvez pas la tester avec toutes les applications du monde installées à côté. Donc c'est quand même pas mal de se rendre compte que notre application toute seule va marcher et qu'on va se protéger du code malicieux. Donc la solution en fait c'est de séparer chaque programme dans son propre contexte d'exécution. C'est-à-dire que chaque programme va s'exécuter de façon invisible pour les autres. C'est-à-dire qu'un programme ne saura pas qu'un autre programme s'exécute et un programme ne pourra pas altérer sur le comportement d'un autre programme. Il aura aussi son propre espace de mémoire. Alors ça j'ai un joli dessin après. Il aura des pages réservées en mémoire. Il y aura un mécanisme qui permet de vérifier que justement on n'essaye pas d'aller accéder à la mémoire d'un autre processus. Ça pour ceux qui ont fait du natif, on se le prend assez souvent quand on essaye d'accéder à des... Par exemple quand vous prenez un pointeur 0, vous n'avez pas forcément le droit, enfin sous Linux vous n'avez pas le droit d'accéder au pointeur 0, donc vous prenez un SIG-save. Parce que justement, le mécanisme de protection a dit non cette adresse là elle n'est pas à toi, tu n'as pas le droit d'y accéder, donc j'arrête ton exécution. Et il y a un mécanisme qui permet de traduire des adresses virtuelles en adresses physiques. En fait, il faut savoir que vos applications ne travaillent pas directement avec les adresses physiques de la RAM, elles remappent tout dans son adressage virtuel.
comme, comme ici, où on peut voir deux processus, leur adressage virtuel, leur mémoire virtuelle et l'adresse physique. Donc on peut voir que déjà, chose assez bien, c'est que les process ils voient de la mémoire contiguë. Chose que en RAM en fait, si vous voyez, les flèches elles sont pas forcément, elles se croisent. Autre point, certaines pages aussi, par exemple la mémoire ici, sont partagées. Ça arrive typiquement quand vous exécutez le même code plusieurs fois. Le même programme, en fait, il va être chargé une seule fois en RAM et il va être exécuté plusieurs fois. Et il existe donc un mécanisme pour que le processus 1 n'arrive pas à accéder à l'adressage virtuel, l'adresse 2, et de ne pas pouvoir mapper des adresses qui ne lui appartiennent pas. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple dans cet espace mémoire-là, vous stockez vos identifiants, donc il n'y a que votre application qui a le droit d'accès, et ben les autres process, normalement, sans chercher les failles, normalement ne peuvent pas accéder à la mémoire. Donc déjà, premier mécanisme, là on a protégé la mémoire, parce que du fait qu'il y a un composant, enfin un composant parce qu'en fait je les ai listés deux fois MPU et MMU, mais sur les processeurs modernes en fait c'est le même mécanisme, c'est la même unité qui regroupe les deux. Donc voilà, donc là on a un schéma classique, où en fait votre processus il va travailler dans son espace mémoire, et s'il fait quelque chose qui ne va pas, provoque son arrêt, eh ben, il sera tout seul à s'arrêter. C'est quand même assez pratique. Après, peut y avoir des bugs un peu plus sympas, ou des applications, typiquement lui le kernel a le droit d'accéder là, où le kernel va aller modifier vos adresses, et là c'est très marrant à débugger. Donc Android est multiprocess. Chaque application, donc au sens manifeste, en fait quand vous avez la balise application dans vos manifestes, en fait c'est dans un seul process dédié. Alors ça c'est par défaut parce qu'en fait vous pouvez faire autrement, on verra tout à l'heure. Chaque élément d'une application, typiquement vos receivers, vos activities, vos providers, tout ça en fait, vous pouvez décider aussi de les mettre dans plusieurs process pour des questions de sécurité. Et sous Android, chose marrante, mais je le rappelle, c'est que plusieurs applications peuvent fonctionner en même temps. C'est-à-dire que pas plusieurs applications visibles, mais plusieurs applications au sens manifeste peuvent fonctionner en même temps. Donc voilà, par exemple, le lancement d'une application par Android. Alors là, je pars du principe que le process Zygote est déjà démarré et que le process System Server est démarré. Dans les faits, Zygote naît, spawn System Server et après les autres applications arrivent. Et il manque juste ça dans mon schéma, mais ça est un peu complexifié. Donc pour spawner une nouvelle application, en fait, vous avez l'Activity Manager Service qui lui tourne dans un contexte, enfin dans un process très particulier qui est System Server. Très particulier et très sensible. C'est-à-dire que si vous arrêtez System Server, ça équivaut presque à redémarrer Android. Enfin, en tout cas, tout son user space. Qui discute avec Zygote via un socket. Et c'est Zygote qui va effectuer le fork, qui va lancer une nouvelle machine virtuelle, qui va lancer la classe Activity Manager Thread, puis après votre application. En fait, on peut voir que sur Android, toutes les applications sont spawnées par Zygote. C'est le seul à spawner des applications. Enfin, au sens application Android, parce qu'après, si vous parlez des binaires en eux-mêmes, là c'est init qui les lance souvent. Donc voilà, le fait est, on peut voir que comme vous êtes dans un process, si votre application ça se passe mal ou dans la JVM, ça tue votre application. Mais Zygote et System Server sont encore là. Parce que pour rappel, le System Server, faut pas le tuer. Parce qu'en fait, si vous le tuez, vous redémarrez tout le système, enfin tout l'espace utilisateur sous Android. Donc voilà pour les processus. Donc maintenant les droits d'accès. Donc maintenant le problème c'est de réussir à gérer l'accès aux ressources du file system. C'est-à-dire qu'en fait sur vos applications Android, vous allez avoir des directories dans lesquelles vous allez stocker vos fichiers, vos données d'une façon ou d'une autre. Et vous ne voulez pas forcément que les applications tierces aient accès à vos dossiers. Par contre, vous voulez peut-être en partager d'autres. Typiquement le dossier téléchargement. Quand vous téléchargez des applications, vous les partagez, toutes les applications peuvent y avoir accès. Ça marche via les droits d'accès. Donc la solution c'est d'identifier chaque accesseur aux ressources. Donc on verra après ce que c'est un accesseur. Brièvement, un accesseur c'est tout utilisateur ou processus qui va essayer d'accéder à la ressource. Chaque ressource a un propriétaire. Et après on définit une politique d'accès. Voilà, donc on a créé ce qu'on appelle des UID, des GID pour User ID et Group ID. Donc chaque utilisateur identifié chaque accesseur identifié par un UID. Chaque accesseur peut faire partie de plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'après on peut regrouper les utilisateurs en groupes
pour qu'ils accèdent à des ressources, les mêmes ressources. Et après, on définit pour les ressources un propriétaire, un groupe. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va définir ce qu'on appelle une politique d'accès. Donc chaque ressource a une politique d'accès. Ça n'existe pas une ressource qu'on n'a pas. Celle que vous avez l'habitude de mettre, peut-être pour simplifier rapidement vos problèmes, c'est de mettre la politique d'accès tous les droits à tout le monde, qui est le fameux 777 qu'on met dans le slash mode, le grand classique. Donc on définit des droits en lecture, écriture et exécution. Pour le propriétaire, les groupes et les autres. C'est-à-dire que les ressources, elle a donc un propriétaire, un groupe. Mais en gros, il faut quand même définir la politique de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'étant ni utilisateur ni appartenant au groupe accède quand même à cette ressource. Et en fait, la politique d'accès, elle est vérifiée par le kernel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un accès à une ressource, donc vous passez forcément par le kernel, le kernel vérifie que vous faites, que la politique d'accès, vérifie la politique d'accès contre la ressource et votre UID, GID, et vous donne ou pas l'accès. Typiquement le fameux permission denied que vous avez relativement souvent. Donc voilà, un exemple, ça c'est l'exemple. Alors moi je suis root sur ma board, c'est un nitrogène, c'est une board sur laquelle je bosse, qui est une nitrogène 8M. Où là on voit le dossier data/data qui est assez représentatif parce que c'est si vous savez, c'est le dossier qui contient toutes les données des applications par défaut. Donc on peut voir typiquement les droits. Donc sur Android ils sont assez bien exprimés parce qu'en fait on voit, alors c'est un directory, on a le type de fichier, mais la politique c'est RWX, RWX, RWX. Donc là on peut voir que les dossiers ont des droits pour le propriétaire en lecture, écriture, exécution, mais aucun droit pour les autres. On voit aussi que chaque dossier, chaque ressource a un nom d'utilisateur, donc il appartient à l'utilisateur, et il appartient aussi à un groupe. Donc là c'est bien, on peut voir qu'il y a plein d'utilisateurs. Vous faites le même test sous un Linux standard, vous aurez beaucoup moins d'utilisateurs. Donc voilà, donc ça c'est les politiques d'accès. Typiquement, si là l'utilisateur U0 à 25 essaye d'accéder au dossier qu'il a, com.android.bips, qui appartient à U027, il aura un permission denied. Ce qui fait que vous pouvez pas une application ne peut pas aller lire données d'un autre. Alors sur une distribution Linux, chaque compte utilisateur possède son UID. En fait, quand vous vous loguez, par exemple, mon login c'est Adegra, c'est mon login sur le shell, c'est mon UID. Chaque utilisateur appartient à des groupes, alors c'est un grand classique. Et par contre, toutes les applications héritent de l'UID et des GID de l'utilisateur. Petit exemple, avec Spotify. Donc j'ai lancé Spotify sur mon PC. Donc du coup, j'ai juste retrouvé son UID. Après, il est lancé donc avec mon utilisateur à moi. Donc moi j'ai le ID 1000 et j'appartiens à plein de groupes. Typiquement, je dois être sudoware quelque part, là voilà, je suis sudoware sur ma machine. Après, quand on regarde effectivement les droits du process, alors ça se passe dans un slash proc assez obscur. Je pense que pas grand monde sait que ça existe ici. Où on peut voir effectivement les stats, enfin pas les stats, mais les informations très précises à propos de chaque processus. Où là on peut voir que mon binaire, donc Spotify, s'exécute dans possède tous ces groupes. Donc on s'en souvient. Et donc du coup tous ces groupes ça correspond à tous mes groupes à moi. Vu que c'est moi qui ai lancé Spotify, j'ai mon application Spotify qui détient les mêmes droits. C'est-à-dire que s'il y a un fichier qui est protégé qui n'a que le groupe CD-ROM par exemple qui y a accès, l'application Spotify y aura automatiquement accès. Donc voilà, bon, il y a plein d'autres informations utiles. Typiquement ça a été lancé par l'UID 1000, GID 1000. Groupe, il y a plein d'autres choses. Alors sur Android, c'est là où ils ont fait le plus de changements et c'est un changement assez perturbant. C'est qu'ils créent un UID par application. C'est-à-dire que vous installez une application, il a son UID. Et pour la vie, ça sera le même. Chaque UID appartient à des groupes. Et les applications, par contre, elles n'héritent pas automatiquement de l'UID et des GID de l'utilisateur. Ça, c'est assez marrant. On peut le revoir ici, même test. Alors j'ai fait une application vide, enfin je l'ai appelée empty, mais en fait elle fait Hello World. C'est simple, c'est une application de mon niveau. En fait j'ai lancé Android Studio, j'ai fait next, et ça m'a créé une application. Donc voilà, on peut voir qu'elle s'exécute via l'utilisateur U0 à 54, donc elle a été créée spécialement pour elle. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelque part dans les logs que l'utilisateur U0 à 54 a essayé d'accéder à quelque chose, c'est forcément cette application-là. On voit qu'elle a le PID 8901 et qu'elle a été lancée par le 2519. Alors faites-moi confiance, j'ai pas fait la démo, mais le 2519 c'est Zygote.
Du coup, je me suis logué comme le U0 à 54, très pratique. On peut voir que je suis dans un paquet de groupes, par défaut. Mais par contre, si je proc le process 4901, enfin si je cat le slash proc, on peut voir par contre que je suis que dans 3 groupes, au lieu des dizaines de groupes que j'avais avant. En fait, Android se protège et calcule au plus juste les groupes auxquels doit faire partie l'application. Alors ça c'est assez marrant à débugger aussi parce que des fois vous lancez réflexe de Linuxien, on lance l'application, on se prend un permission denied. Ce qu'on fait c'est qu'on se le log comme l'utilisateur en question, on essaye d'accéder. Chose marrante c'est que l'utilisateur, si vous êtes logué en shell avec l'utilisateur, vous aurez probablement le droit d'y accéder, vu que vous avez tout plein de groupes. Par contre l'application, elle, non. Donc ça c'est assez marrant à voir. Android se protège comme ça. Typiquement le groupe 3009 on l'a plus, on peut plus lire slash proc. On peut plus le 3001, on verra plus tard, c'est accéder à internet. Voilà, il y a tout plein de groupes qu'on n'a plus. Par contre, on voit qu'on a bien été lancé par l'utilisateur 1054, groupe 1054, ici. Voilà, Android a restreint ce que fait Linux. Il est beaucoup moins permissif que ce que fait Linux. Alors, en plus des groupes qu'on voit ici, enfin des U0 à étoiles qui sont les créés au runtime à chaque installation d'application, Android crée des utilisateurs spéciaux. Alors c'est le framework qui les crée. Enfin, ce que j'appelle le framework, c'est toute la glue en Java qui n'est pas une application. Il y en a plus de 60 des utilisateurs spéciaux. Alors d'ailleurs, quand j'ai fait le LS, on en voit quelques-uns. Par exemple, System est un utilisateur spécial, Bluetooth est un utilisateur spécial, Radio en est un autre. Donc voilà, il y a vraiment plus de 60 utilisateurs spéciaux. L'utilisateur root n'est presque pas utilisé dans le monde Java. Alors je mets presque, mais normalement il ne l'est pas et il ne faut pas qu'il le soit. C'est la seule instance qui est root dans le monde Java, c'est Zygote. Parce qu'en fait Zygote il a les droits spécifiques pour pouvoir forker un nouveau process et justement lui donner les bons droits. Parce qu'en fait quand on fork on détient automatiquement certains droits du père et donc du coup en fait ce que fait Zygote c'est qu'avant d'exécuter le vrai code de votre application, il retire tous les droits, sauf les trois qui restent. Donc voilà, donc par exemple l'utilisateur système qu'on a vu, c'est le plus important. C'est l'équivalent entre gros guillemets du root justement. C'est l'utilisateur qui a qui a beaucoup de permissions, qui a beaucoup de droits. En fait, si vous sur une application, enfin sur un terminal, si vous arrivez à devenir système, c'est comme si vous avez pris la main du terminal. Donc voilà, important les utilisateurs spéciaux. Bien souvenir parce que je vais utiliser ça justement pour faire mon petit exploit, enfin ma petite application à la fin. Dans les capabilities, alors ça on va passer assez vite parce que les capabilities, on va voir Android les utilise, mais les utilise à bon escient, c'est-à-dire qu'en fait vos applications n'en ont aucune. En gros, c'est comment on contrôle l'accès des ressources qui ne sont pas sur le file system. C'est-à-dire que jusque là on a vu, c'est cool, on a les droits d'accès pour tout ce qui est sur le file system. Mais typiquement pour faire un nice sur un processus, pour lui donner plus ou moins de priorité, pour changer le mode d'un fichier, pour plein de trucs. Il n'y a pas de file system sur lequel faire un IOCTL. Du coup, Linux a créé, il y a quelque temps déjà, les capabilities. En fait, il en existe 38. Et les capabilities, c'est ça. C'est justement, est-ce que mon process a le droit de faire un nice? Est-ce que le process a le droit de faire un slash on, un slash mode? Tout ce genre de choses. Donc il en existe 38. Chaque processus peut posséder, c'est un build field en fait. Après, il suffit de faire des masques pour retrouver la capacité en question. Et encore une fois, c'est le kernel qui vérifie que le processus possède bien la capability associée. Sinon, vous allez voir aussi un permission denied classique. Sous Android, on les utilise, mais pas les applications. Les applications, elles, par défaut, n'ont pas besoin de détenir une capacité, pas une capability. Du coup, Android les vire. En fait, il fait un vrai setcap à 0 avant d'exécuter le code client. Donc voilà, là on a encore réduit pas mal le pouvoir de nuisance d'une application malicieuse. Ensuite, SE Linux. Alors SE Linux, je ne vais pas vous embêter avec. SE Linux, je pense que je pourrais faire une conf de plusieurs heures sur juste SE Linux, tellement c'est compliqué.
Mais en fait, ça résout un problème de comment contrôler plus finement l'accès à une ressource. Par exemple, vous voulez peut-être pouvoir ouvrir un fichier ou un driver. Alors, il faut se souvenir que sous Linux, un driver en fait fait une entrée fichier dans le file system. Typiquement, vous voulez peut-être pouvoir ouvrir, lire et écrire sur un device, mais pas forcément faire un IECTL ou pas plusieurs IECTL. Ou faire des groupes, c'est-à-dire qu'on a le même groupe, même utilisateur, mais on n'a pas le droit de transférer. Donc voilà, donc c'est à ça que SE Linux sert. Alors SE Linux, ça a été créé il y a longtemps, alors pas pour Android, mais Android en a fait une nouvelle version. Enfin, ils ont réduit SE Linux pour le simplifier. Alors déjà, SE Linux pour Android, c'est assez compliqué. Alors SE Linux pas pour Android, je pense que c'est encore plus compliqué. Mais d'ailleurs, tellement compliqué qu'il n'y a aucune des grandes distributions publiques qui l'utilisent d'ailleurs. Ils préfèrent des choses plus simples comme SMAC, comme plein d'autres trucs. À part Mort aussi. Donc on définit des domaines SE Linux. On dit bon bah voilà, là j'ai le domaine file, j'ai le domaine driver, enfin bon voilà. Chaque process appartient à un domaine. Les applications Android, alors point de vue application Android, il y a 3 domaines d'applications Android. Alors celles-là, elles sont choisies aussi par Zygote. Et le domaine le plus restreint, c'est pour les applications tierces. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le domaine pour les applications de la plateforme, qui sont dûment signées avec la plateforme. Le domaine pour les applications qui appartiennent à la ROM, et les applications autres. Et donc du coup, comme les applications tierces, on leur fait pas confiance, et ben on leur retire tous les droits. C'est-à-dire que déjà que c'était compliqué de s'évader du système précédent, les droits d'accès, mais alors là, SE Linux, c'est encore bien plus compliqué à s'évader. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes clients qui, en fait, c'est tellement compliqué à faire SE Linux, ils désactivent SE Linux. Mais j'essaie de les remettre dans le droit chemin et de leur refaire réactiver SE Linux. Mais il faut voir que SE Linux, sur la mise au point d'une ROM, ça peut prendre plusieurs jours juste pour écrire les règles. Donc voilà, donc maintenant c'est cool, on a défini tous nos process. Enfin, on a défini que nos applications tournent dans des process, sauf que ça serait cool que nos applications elles, puissent communiquer ensemble. Typiquement sur Android, le serveur d'affichage est un process, le serveur d'input est un process, tout est un process. Gérer le Bluetooth c'est un process, gérer le network c'est dans mes process. Enfin, voilà. Donc c'est cool, ça a besoin de communiquer entre eux. Donc ils ont créé quelque chose qui s'appelle Binder. Alors la légende veut qu'ils ne l'ont pas vraiment créé, mais ils se seraient très fortement inspirés d'un projet qui est OpenBinder, je crois. Enfin, ne lançons pas la guerre. Donc en fait ça permet une communication assez simplifiée entre les process. C'est une communication point à point, c'est-à-dire qu'en fait on a un service, ce qu'on appelle clairement un service qui fait serveur, et un client qui essaie d'accéder à ces ressources. Il y a des super générateurs de code pour le Java, alors j'imagine pour le Kotlin aussi, j'ai jamais fait de Kotlin de ma vie, je l'avoue. Ne me brûlez pas s'il vous plaît. Et le C++. Maintenant c'est depuis Android 7 ou 8, maintenant on peut générer on peut générer nos binders en C++. Alors avant c'était aussi possible de faire du binder en C++, je l'ai fait plusieurs fois mais il fallait écrire tout le code à la main, c'était pas très marrant. Et enfin Binder c'est surtout un driver dans le kernel Linux. Alors en fait il existe 3 instances de Binder. Le binder classique, hardware binder et vendor binder. Sachant que les deux derniers en fait ils sont pas faits pour les applications, ils sont faits dans le cadre de Treble. En fait le hardware binder c'est là où les HL et Android discutent ensemble. Et vendor binder c'est pour que tous les binaires natifs du vendeur puissent discuter entre eux. En fait ils ont séparé binder pour éviter les goulots d'étranglement parce qu'il faut voir que toutes les communications interprocess du système passent par le même driver. Donc disons que si vous faites passer beaucoup de monde dessus, ça va vite être saturé. Et pour des questions de sécurité. Donc voilà, donc vous, la plupart du temps, moi c'est même sûr, vous discutez sur DevBinder qui est le binder original. Donc voilà à quoi ça ressemble une transaction sur Binder. En fait, vous avez votre process client qui, à travers le kernel, va demander au process. Alors Binder c'est cool parce qu'on peut passer plein de choses. Typiquement en fait il y a toute une étape de marshalling, démarshalling, c'est-à-dire qu'en fait votre classe elle va être marshallée dans le. Alors, en fait elle va être serialisée. Passer dans le binder et ressortir de l'autre côté désérialisée. Si vous l'avez déjà fait, c'est en implémentant l'interface parseable. Comme ça en fait ça permet de. Parce qu'en fait on peut pas passer un type complexe sur un driver, donc du coup on est obligé de le serialiser. Donc on serialise. Ça repasse ici, ça dit ah c'est pour tel service, donc il le retrouve, il l'envoie, et lui il envoie sa réponse de la même façon, il serialise, et il sort et c'est fini. Donc faut voir que derrière la beauté du geste de j'appelle ma super méthode aussi bien en local qu'en remote, de manière transparente,
Il y a tout un mécanisme super complexe. Et aussi, il faut voir qu'on change de contexte 2 fois. C'est-à-dire qu'on passe du process client au kernel au process serveur. Et dans l'autre sens, on fait donc 4 changements de contexte. Et c'est assez coûteux de faire ça. Typiquement, j'avais fait un test pour un de mes clients où j'avais mis un client et un serveur, enfin un client-service dans 2 process différents. Je faisais 1 million d'appels simples, un ping, où ça me retournait un nombre. Et j'avais fait le même test en local, c'est-à-dire dans le même process, sans passer par Binder, et j'ai gagné un facteur plus de 1000 sur le temps de. En fait, vous n'avez pas forcément confiance au niveau où vous faites des applications, mais les changements de contexte, c'est super long. Enfin, long. À l'échelle de temps du système, pas à l'échelle du temps utilisateur. Donc voilà, donc maintenant, l'autre problème à résoudre, c'est comment on s'assure des droits. Parce qu'en fait, c'est cool, vous avez un client qui peut accéder à un service, sauf qu'il y a des services que vous ne voulez pas forcément exposer à vos clients. Typiquement, envoyer un SMS, vous n'avez pas forcément envie que n'importe quelle application le fasse, parce que ça peut vous coûter de l'argent. Rebooter le système, qu'on verra tout à l'heure, c'est pareil, vous n'avez pas forcément envie que toute l'application là, parce que c'est marrant. Et sachant que la permission rebooter va avec la permission wiper le device. Donc vous n'avez pas forcément envie qu'une application malicieuse fasse ah au fait je te fais un reset usine et t'as pas le choix. Donc voilà, il faut vraiment s'assurer des droits du process client. Donc en fait c'est là où il existe un mécanisme que vous connaissez déjà parce que vous l'utilisez tout le temps, c'est les permissions. En fait les permissions, quand vous déclarez des permissions, en fait c'est vraiment pour gérer cette communication là. Parce qu'en fait la communication, comme elle se fait via un driver, typiquement mettre des droits d'accès sur ce driver comme on a vu tout à l'heure, c'est totalement inefficace parce que ça voudrait dire que toutes les applications devraient avoir le droit de le faire. Ça marche pas. Donc du coup c'est les serveurs, donc les services qui vont vérifier les permissions. Les permissions, chaque application, vous pouvez toujours demander une permission. Elle vous sera autorisée ou pas, mais vous pouvez la demander. Votre application ne va pas cracher parce qu'elle va demander une autorisation qui n'existe pas, par exemple. C'est le package manager qui va s'assurer qu'il va accorder ou non une permission. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple Internet, il va vous l'accorder automatiquement. Si vous demandez prendre une photo, par exemple, là, il ne va pas l'accorder à l'installation, il va demander à l'utilisateur. On verra plus tard. Et après, c'est le service qui vérifie via le package manager, donc à recenser toutes les permissions que possède une application, qui va vérifier que l'application possède bien les bons droits et va autoriser ou pas l'accès. Typiquement, ça donne ça, même chez Mac en haut. Donc en fait, le client demande la permission. Alors ça se fait soit l'installation, soit via Binder. En fait, il faut voir qu'ici, il y a une autre communication Binder ici, une autre communication Binder là. Donc il va demander ses permissions, il va l'obtenir, il va demander au service de faire sa transaction. Par exemple, envoyer un SMS. Le service va demander est-ce que le process qu'on voit ici, est-ce qu'il a bien le droit d'envoyer un SMS? Donc le package manager va répondre oui ou non, et en fonction, il va faire soit un denied, soit il va autoriser à envoyer un SMS. Donc voilà, tout est centralisé par le package manager qui, encore une fois, vous pouvez le voir, tourne dans un process qui s'appelle system server. Donc voilà, donc il existe, comme je vous le disais, plusieurs niveaux de permission. Alors vous pourriez vous en douter, dans la mesure où vous en connaissez 2. Les types normaux, typiquement quand vous demandez la permission d'accéder à Internet. Ok. En fait, vous en connaissez 2, donc les normales qui sont accordées automatiquement, typiquement Internet, et les permissions dangereuses qui sont accordées directement par l'utilisateur. Typiquement, quand vous voulez prendre une photo, vous avez la pop-up autoriser l'application Intel à prendre une photo. Voilà. Et vous en avez d'autres préinstallées qui est réservées aux applications préinstallées, privilégiées. En fait, il en existe 23, sachant que certaines peuvent se combiner. Voilà, ça fait un peu de pagaille. Vous pouvez faire des liens entre les permissions, les UID, j'avais dit. Typiquement, des permissions donnent accès à plusieurs groupes. Certains UID donnent des accès à des permissions. Ça définit la plateforme. Typiquement, la permission Internet. Donc, on reprend ma super application vide qui s'exécutait, on a vu, dans 3 groupes. Maintenant, la même où je demande Internet. Bim, 4 groupes. Groupe 3003. D'ailleurs, je me suis dit, tout à l'heure, j'ai dit que c'était 3001. Mais non, c'est 3003. Accéder à Internet. Voilà, en fait, la permission vous donne automatiquement l'accès à un nouveau groupe pour que le kernel puisse vérifier que vous faites bien partie du groupe inet. Et donc, du coup, vous autorise bien à accéder à la partie réseau. On peut aussi faire des liens entre d'autres liens. On peut faire des permissions qui sont automatiquement données à l'utilisateur. Typiquement, l'utilisateur shell, il a beaucoup de permissions en fait. Et ça, c'est automatiquement à la création de l'utilisateur dans le système qu'on lui donne ses permissions.
Les signatures, alors les signatures, ça pareil, vous le faites. Typiquement, les problèmes à résoudre, c'est comment on identifie les applications. Et non seulement les applications, mais surtout les développeurs. Et donc, comment s'assurer que deux composants appartiennent au même développeur. Et ben pour ça, il y a la signature. En fait, chaque application d'Android est signée par un jeu de clés. Alors, enfin, un certificat et une clé. Et en fait, il n'y a pas besoin que ce soit signé par une autorité, machin. Vous auto-générez vos certificats, ça marche aussi. Ça permet juste de vérifier, de reconnaître le développeur de l'application. C'est-à-dire que quand on vérifie deux packages, on va vérifier que c'est bien signé par la même personne et qu'on peut, par exemple, donner une mise à jour. C'est-à-dire que votre application ne peut être mise à jour que par une application signée par la même clé. Et on peut partager des choses, comme on va le voir là. On peut partager un processus. Typiquement, deux applications signées avec les mêmes clés, on peut les faire tourner dans le même processus. Ça, c'est assez cool. Je sais pas si c'est utilisé dans la vraie vie. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois pour m'amuser. Et ça permet de gagner typiquement en performance. Comme je vous l'ai dit, les IPC c'est assez cher en fait à faire, enfin assez cher au niveau performance et temps. Et donc du coup, se tourner dans le même process, en fait, ça permet d'économiser ce changement de contexte. On peut partager des UID. Typiquement, je vous ai dit qu'il y avait des utilisateurs, que Android crée un utilisateur spécial par défaut, enfin un utilisateur pour chaque application. Ça, vous pouvez l'empêcher en disant moi je veux que mon application tourne avec cet utilisateur, ou vous mettez une chaîne de caractères de votre choix, il va vous créer votre utilisateur. Et plusieurs applications, si de la même façon, pourront tourner avec cet utilisateur. Et donc du coup, ça permet par exemple que deux applications puissent accéder au même dossier privé, mais pas le reste du monde. Ça reste relativement cool. On peut partager des permissions, alors ça je vous l'ai déjà dit, une application peut demander d'accorder des permissions qu'une application signée de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez votre application qui est signée avec vos certificats A et que vous donnez une permission accéder à je sais pas quoi, bah vous pouvez demander à ce que seulement votre autre application qui utilise ce service puisse avoir cette permission. Donc les applications d'Android de base sont également signées. Alors elles sont signées par 4 certificats et clés. Le plus important, c'est la clé plateforme, qui permet par exemple de récupérer le ID system et qui permet aussi de récupérer toutes les permissions, qui sont très dangereuses, reboot, wipe, envoyer des SMS sur taxé, enfin toutes les permissions. Et ces certificats sont censés être secrets. Alors ils ressemblent à ça, ça c'est le dossier, c'est en fait comme Android est open source de base, ils fournissent aussi des certificats de base. C'est assez marrant de voir que là je suis sur Android 8, je les ai comparés aux certificats d'Android 5 je crois et c'était les mêmes. Donc ils les changent pas de version en version. Voilà, ça c'est les certificats. Alors, petit danger des ROM custom, parce que c'est assez marrant. Les ROM custom sont entièrement open source, c'est-à-dire que c'est cool, vous avez le repository commun, super. Sauf que même les certificats régissant le fonctionnement d'Android, en fait, ils sont aussi open source. Et vous partagez tous le même. Même quels que soient vos ROM, en fait, ils les régénèrent pas entre les ROM, et c'est le même que l'Android de base. Typiquement, il est possible d'exécuter une application avec le ID system, ou il est possible d'obtenir les permissions du système. Petit exemple avec le déni de service. J'ai fait une petite application qui reboot aléatoirement le device. C'est assez marrant. Alors pour rebooter, on a besoin de la permission reboot, qui est protégée par signature, c'est-à-dire qu'une application tierce du store ne doit pas pouvoir la demander, parce qu'elle requiert le certificat plateforme. Mais sauf qu'en fait, si vous connaissez le certificat plateforme, vous pouvez signer correctement votre application pour qu'elle ait l'accès à l'application. Typiquement, donc ma petite application, je l'ai installée sur mon Pixel 2, qui est quelque part par là. Et j'ai demandé au fait, une fois installé, j'ai demandé au package manager de me donner les permissions de mon application. On peut voir qu'elle est bien, j'ai demandé receive boot completed et j'ai demandé reboot. Super, parce que en fait je redémarre à tous les boots. Sauf qu'en fait j'ai eu que la permission boot completed, j'ai pas eu l'autre. Forcément parce que j'ai pas les clés de mon device. Par contre, sur ma super board nitrogène, là où je suis root, c'est moi qui ai compilé la ROM, donc je maîtrise entièrement ce que je fais. Je fais la même chose, je l'installe et je rep les permissions. Là on peut voir que j'ai bien la permission reboot. Et je pense que mon application je l'installe sur vos téléphones et j'aurai aussi le granted égal true. Voilà, donc les clés de signature, faut vraiment pas les partager. C'est pas fait pour. Ce que font les ROM Custom. Alors ROM Custom, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent de régénérer vos signatures. Avant de recompiler ça, vous pouvez recompiler avec vos propres certificats et comme ça, c'est cool, ça marche et il n'y a plus personne. Parce que typiquement, si je mets une application comme ça sur un store, F-Droid, O-Droid, ce genre de choses, ben, je peux briquer quelques devices en fait. Bon, j'ai pas essayé de la publier, j'ai pas été jusque là, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Shared ID, oui.
C'est ça. En fait, vous c'était shared user ID à par exemple mon super ID. Vous mettez ça dans toutes vos applications et toutes vos applications vont tourner dans ce même processus-là, qui aura ce, enfin pas dans ce processus-là, dans ce, avec cette UID là, à condition qu'elle soit signée de la même façon. Mais c'est bien ce champ-là, qu'elle soit signée de la même façon. En fait, typiquement, c'est ce que j'ai fait là. Là, j'aurais pu m'amuser à faire tourner mon application avec l'utilisateur système, ça aurait marché aussi bien. C'est ça. On peut s'amuser à être système, mais sauf qu'encore une fois, là, il faut la signature du système. Ce que vous n'avez pas sur vos téléphones du commerce, mais ce que vous avez sur vos ROM custom. Bon, bah voilà. Bah, merci en tout cas.